Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Un entretien du jour spécial puisque je reçois une jeune auteure, une romancière, c'est Paul Fiou. Madame Fiou, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV. Alors je vous reçois au titre de votre premier roman, Foudre d'Afrique, les impostures d'une révolution. Donc c'est un roman qui est sorti il y a pas longtemps en fait. Oui, début février. Voilà, donc c'est un roman 2017, ça fait partie des lots de romans qui sont sortis en 2017 ici en France. C'est un roman édité chez l'Harmattan dans la collection Écrire l'Afrique. Alors, Madame Fiou, des gens qui nous regardent vous disent, mais voilà, je vous reçois avec un livre au titre sensationnel. C'est que votre histoire est mêlée à celle d'un continent et surtout d'un pays, c'est le Congo-Brazzaville. Je reviendrai dans ce roman, puisque quand on m'a dit que je devais vous recevoir, j'étais un peu inquiet parce que je ne savais pas comment vous prendre. Romancière, française ou historienne congolaise. Vous me direz peut-être les deux, mais on va au fur et à mesure de cet entretien comprendre en fait la démarche qui a été la vôtre pour arriver à ce roman qui en soi pourrait être un livre d'histoire ou encore l'histoire romancée du Congo-Brazzaville. Alors, Paul Fiou, déjà, comment est-ce que vous rencontrez l'Afrique avant que vous ne débarquiez dans ce coin de l'Afrique centrale dans ces années 70? Alors, j'ai rencontré l'Afrique à Paris. C'était des années où les mouvements de libération nationale étaient très décrits. Il y avait beaucoup de journaux, il y avait une circulation d'idées, de projets dans le milieu étudiant parisien, et j'étais à Paris dans ces années-là. Donc là, on est dans les années 70. Voilà. Les pays africains ont déjà eu leur indépendance pour une grande majorité depuis plus ou moins 10 ans, puis ça se passe dans les années 60. Et là, vous avez des jeunes en fait, qui continuent à penser cette Afrique. Oui, et il y a un pays singulier qui, après son indépendance, quelques années après, a opté pour le socialisme scientifique. Et ce pays-là, c'est la République populaire du Congo. J'ai découvert cette histoire, l'histoire de cette révolution, en étant à Paris. Voilà, à Paris, en fait, à la maison des étudiants africains. Oui. Et à ce moment-là, vous faites la connaissance d'un jeune. En fait, à l'époque, il est encore jeune, il est déjà adulte, mais il a encore toute la fraîcheur nécessaire, puisqu'il est aussi dans ce mouvement, en fait, des révolutionnaires qui vont rentrer au cours des années 70. C'est Franklin Bukaka. Oui, Franklin Bukaka était déjà connu, il était déjà un chanteur, compositeur... un succès déjà. Hein, oui, populaire. Tout à fait. Mais il était aussi un militant de la révolution congolaise. Et quand je l'ai connu à la Maison d'Afrique, je l'ai d'abord connu comme celui qui propageait la bonne parole de la révolution en cours, non seulement au Congo-Brazzaville, mais le militant qui avait aussi combattu pour l'indépendance d'autres pays africains, qui avait soutenu... Un militant panafricaniste. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ses chansons, son engagement inspire toutes ces chansons, le texte de toutes ces chansons. Paul Fiou, quand vous le rencontrez pour la première fois, quelle impression vous donne-t-il? En fait, on sait que c'est un tribun quasiment, il harangue les foules, il parle là où vous êtes, là où ils sont, à la maison des étudiants africains. Oui, il n'était pas seul, il avait d'autres amis. Des Congolais aussi. Et c'est surtout son optimisme, son enthousiasme qui était marquant. En termes très clairs et très simples, il expliquait comment son pays était en marche vers un avenir meilleur. Et quand j'ai connu Franklin Bukaka et son cercle, le nouveau parti congolais du travail venait d'accéder au pouvoir et d'être fondé. Donc tous leurs espoirs étaient sur cette nouvelle page de l'histoire du Congo. Et pour eux, ce nouveau parti qui était au pouvoir allait pouvoir mener jusqu'au bout le processus de transformation, de lutte contre l'impérialisme, de lutte contre la tutelle néocoloniale.
Alors, lutter contre la tutelle néocoloniale quand on est à Paris, c'est une chose, mais voir plus ou moins ses méfaits sur le terrain quand il rentre au Congo. Et en même temps, vous allez au Congo en 71. Oui, alors Franklin avait dans ses amis parisiens des coopérants qui revenaient d'expériences congolaises, qui étaient enthousiastes eux aussi sur les réalisations innovantes et créatrices, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau de l'éducation. Et ils nous ont suggéré de partir nous aussi à la coopération, puisque j'étais enseignante et mon compagnon aussi. En tous les cas, ont-ils dit, chaque année le Congo reçoit un lot de coopérants, autant que vous fassiez partie de ce lot, puisque vous êtes au moins ouvert aux objectifs de notre État. Voilà, donc à ce moment-là, vous débarquez à Brazzaville. Comment ça se passe, déjà, ce premier choc avec la forêt équatoriale? J'ai été submergée par l'explosion végétale. À l'époque, Brazzaville verte, ça s'entendait bien. En oui, fait, hein. Oui, tout à fait. Et donc, ça a été la première perturbation, je dirais, parce que on ne passe pas d'un univers à un autre. Le béton parisien, quasiment. Oui, et puis je suis née au Maroc. Donc oui, voilà, là encore le désert. Voilà, je quittais le désert pour oui. me plonger dans cet océan de verdure. Et aussi, j'étais fascinée par le fleuve, par le majestueux fleuve Congo, comme on dit. La puissance du fleuve. Franklin chantait le fleuve. Hein. Oui. Pont sur le fleuve, Pont sur le Congo, c'est une de ses chansons à succès. Et là, il militait pour réunir les Congolais des deux rives du fleuve. Oui, c'est le rêve encore de tous les pères des deux Congos, en fait, qui espèrent que ce pont se fera un jour et que les deux Congos se réuniront. Alors, les gens qui nous suivent se disent, ben voilà, on vous voit à Paris avec un nom, Franklin Bokaka, qui n'est pas un inconnu dans l'histoire du Congo, même si l'enseignement de tout ce qu'il a pu laisser comme message a plus ou moins été camouflé. Et on vous retrouve, en fait, en tant que coopérante au Congo. Vous faites quoi exactement? Alors, j'enseigne le français et la littérature française au lycée Savorgnan de Brazza. D'accord. Est-ce que vous avez quelques souvenirs de ceux qui sont devenus célèbres parmi vos élèves déjà? Célèbres non, mais enfin, on ne sait jamais. Non, mais, oui. Mais oui, j'ai des souvenirs très vifs de ce public lycéen. Du reste, dans le roman, je les présente dans leur uniforme bleu, qui était l'uniforme obligatoire. Je les présente en train d'étudier le soir à la lumière des réverbères sur les avenues de Brazzaville. Ça continue, hein, ça n'a pas changé. Et donc, je les appelle les abeilles bleues. Oui. Puisqu'ils sont en bleu et qu'ils sont dans la ruche du savoir, ils sont curieux de tout, ils posent des questions sur tout, et ils sont eux aussi militants de la révolution en cours. Voilà, une révolution en cours, mais que certains estiment que ça ne se passe pas tel qu'ils l'avaient rêvé. Donc c'est autour de Franklin Bokaka et bien d'autres, et vous baignez en fait dans cette ambiance politique plus ou moins délétère. Non, je baigne surtout dans l'ambiance du lycée. Oui. Et avec les discussions... Mais vous avez quand même des retours un peu de ce qui se passe par les journaux. Oui. Par les journaux. Donc, il y a eu des grands événements, comme par exemple la grève des lycéens en 1971, en novembre 1971. Et donc là, on s'est aperçu qu'il y avait des contradictions au sein de ce parti, que certains voulaient réprimer la grève, mais parmi les lycéens, ils avaient déjà une position très affirmée. Ils considéraient que la révolution était trahie, qu'on n'écoutait pas leurs revendications, et donc ils étaient déjà en opposition avec le parti. Au sein du parti, certains disaient non, les lycéens ont raison, il est inconcevable d'envoyer l'armée pour réprimer les enfants. Une manifestation lycéenne. Ouais. Un lycéen avait été tué à Pointe-Noire, donc c'était une affaire d'État. Voilà. Donc c'était les premières dissensions, mais nous, en tant que coopérants, on n'était pas du tout mêlés
à ces événements, on en avait le retour par les lycéens. Voilà, un peu comme tout le monde, tout à comme fait tous comme les citoyens qui étaient oui. là. Alors, Paul Fiou, je reste toujours en fait assez, je dirais, assez émotionné en fait avec votre roman, parce que les gens qui nous écoutent disent, mais est-ce qu'il parle d'un roman, il parle de l'histoire? Parce que ce qu'ils nous disent, oui, ben voilà, on reçoit une romancière, sauf que nous sommes en train d'évoquer des faits, c'est-à-dire que nous sommes là dans une factualité en fait que beaucoup de Congolais connaissent ou ont entendu parler. Ce roman, Foudre d'Afrique, les impostures d'une révolution, est-ce un vrai roman? Si vous me permettez, en fait, plus ou moins l'insistance, est-ce un vrai roman ou c'est l'histoire romancée du Congo-Brazzaville au moment où vous débarquez dans ce pays dans les années 70, en pleine ébullition politique, avec des jeunes que vous avez rencontrés à Paris, qui sont rentrés, qui veulent que la révolution aille jusqu'au bout? Alors, quelle différence faites-vous entre un vrai roman et un roman historique? Là est toute la question. Mais quelle était votre intention en écrivant? Mon intention, c'est de ne pas proposer un essai d'historien. Je ne suis pas chercheur en histoire. Vous n'êtes pas fâché contre l'histoire? Comment? Je ne suis pas fâchée du tout. Mais élaborer un livre d'historien. Je suis chercheur à l'université, mais pas en histoire. Et je sais qu'il y a des règles et je ne pouvais pas proposer un livre d'histoire d'emblée. Ceci dit, j'avais vécu des événements très marquants et je voulais les restituer dans la mesure où ce sont des événements qui se sont déroulés il y a 40 ans, plus de 40 ans. Oui, plus de 40 ans, bientôt 45 ans déjà. Voilà. Mais dans les livres que j'ai pu lire, je n'ai jamais rencontré un exposé fidèle de ce que j'avais pu observer, ce que j'avais pu constater. Donc, j'ai pris le parti de rassembler, de condenser cette histoire des années 70-73 sous forme de roman. D'ailleurs, je situe ces événements dans un pays au nom inventé, c'est le Tchok-Tchoko. Tchok-Tchoko, tout à fait. Le personnage principal qui me représente, elle s'appelle Clara. Donc un certain nombre de personnages ont des noms qui sont des noms fictifs. Et c'est des personnages qui ont bel et bien existé. Hein. Oui. Mais ils sont présentés de façon, je dirais, rassemblée. La tension, toute la tension vient de ce que le personnage principal, Clara, et ses amis et ses camarades sont en état d'arrestation. Clara est à l'état-major lorsque s'ouvre le roman, et ce roman donc raconte ces journées au jour le jour de cette arrestation, pas simplement de Clara, mais aussi d'autres coopérants et beaucoup de jeunes Congolais, donc en 1973. Donc c'est un roman parce que c'est une tension qui est psychologique, qui est presque du suspense, qui est policière, plus qu'une narration des faits les uns après les autres. Voilà, alors c'est aussi l'avantage du roman par rapport au livre d'histoire, puisque si c'était un livre d'histoire, il y aurait une datation bien précise, avec indication des lieux pour que les générations à venir puissent s'en approprier et en faire un livre d'histoire. Or là, en fait, sous le style romanesque, ce qui est quand même surprenant, c'est que ce livre est quasiment écrit au présent. Je vais vous prendre ici le premier chapitre. Sur le balcon de l'état-major, cet après-midi, comme à l'accoutumée, Clara, allongée à même le sol, contemple les volutes des nuages, le cinéma de son attente. Cette voix lui arrive de loin, se rapproche, s'éloigne. Non, le hurlement revient, rocailleux, puis repart. Alors, certains vous diraient, ben, si on était dans une projection historique, on se dirait, bon, on allait écrire peut-être à l'imparfait. Or là, nous sommes dans le présent qui indique la factualité, en fait, de votre récit. Exactement.
j'ai choisi le présent pour que le lecteur revive lui aussi, comme au présent. Donc pour vous, c'est pas passé en fait, hein, ça reste présent quoi, en fait. Justement, pour écrire, j'ai besoin de revivre. Oui. Et bon, ce sont des événements qui ont été traumatisants. Et c'est pourquoi il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir les rédiger et les rédiger au présent. Et leur portée, elle est vive, elle est encore vivante. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce style, en fait. Voilà, ce style. En utilisant le présent. Alors, sur ce roman, le titre, Foudre d'Afrique, les impostures d'une révolution. L'accusation est bien portée, hein. Vous avez déjà fait le procès, vous avez déjà, le réquisitoire est fait, il n'y a plus rien à dire. Non. On va le découvrir. On va le découvrir dans le roman. Oui. Et très vite, dès le début du roman. Parce que lorsque Clara part en coopération, elle part très officiellement en tant que coopérante dans un pays très officiellement socialiste, qui a opté pour le socialisme. Et donc, elle est conforme, disons, aux objectifs, aux orientations de ce régime. Puis, quelques mois après son arrivée, se passe un événement qui bouleverse la vie de ce pays. C'est, sans que la date ne soit donnée, le coup d'État échoué de février 1972. Oui. Elle, comme les coopérants, ne sont au courant de rien, donc c'est la confusion, c'est une journée avec des mouvements armés. Mais elle habite à côté de la maison d'arrêt et dès le soir, elle entend des hurlements venant de la maison d'arrêt. Elle apprend à la radio que ses amis connus à Paris sont arrêtés et qu'un très grand nombre de militants congolais, disons, sont derrière les barreaux, bien que ce soit une prison sans barreaux, mais ils sont arrêtés. Et surtout, elle apprend à la radio que Franklin Bukaka a été fusillé en tant que danger pour la révolution. Et il a été fusillé. Contre-révolutionnaire. Voilà, il a été fusillé au nom de la révolution. Donc, telle est la foudre qui s'abat, la première foudre qui s'abat sur le pays pour Clara. Et l'imposture majeure, l'imposture incontestable d'exécuter, de mettre à mort Franklin Bukaka, quelqu'un comme Franklin Bukaka, au nom de la révolution. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait de spécial sur Franklin Bukaka pour que cela puisse tomber dessus, en fait, puisse tomber sur Clara, cette foudre, en fait, tombe sur Clara? Enfin, la foudre, elle tombe sur Brazzaville. Oui, mais en même temps, Clara fait partie aussi des victimes collatérales, puisque cette incompréhension qui suscite cette disparition tragique. Clara ne comprend pas. Et jusqu'à présent, cet assassinat politique n'est pas compris. De même, en même temps, d'autres ont été aussi assassinés. 2 autres ont été aussi assassinés, militants très connus et populaires. Et jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas, je ne m'explique pas cet assassinat politique au nom de la Révolution. Oui, pourtant une révolution que tous avaient chérie. Oui. Peut-être pas avec les mêmes ambitions. Alors, tout le monde ne s'est pas servi de la Révolution de la même façon. Et ceux qui ont tenté ce coup d'État ont considéré que la Révolution était trahie et qu'il fallait redresser la barre. Et donc ils ont tenté de, eux, redresser la barre et leur action a échoué. Donc c'est là que les coopérants ont découvert qu'il y avait des contradictions, des antagonismes féroces au sein de ce parti congolais du travail. Oui, alors le PCT aujourd'hui continue à régner sur le Congo. Hein. Vous savez que son président du comité central, c'est celui qui dirige le Congo aujourd'hui. Quand ces jeunes, en fait, notamment ces jeunes révolutionnaires, vous parlent du PCT, comment le présentent-ils en fait?
Lorsque Franklin Bukaka et ses amis l'ont présenté à Paris, donc en 70, juste après sa constitution, son congrès fondateur, c'était 31 décembre 69. Tout donc, à fait, oui. 70, Donc le lendemain, on était juste... en 70, ils mettent tous leurs espoirs dans ce parti. Alors moi-même, je ne suis pas au courant des tractations, des négociations qui ont prévalu pour arriver à la constitution de ce parti. Donc je ne peux pas en parler. Oui. Mais ils étaient vraiment... enthousiastes, en fait. Oui, ils étaient enthousiastes. Pour eux, c'était une nouvelle phase de la Révolution prometteuse. Oui. Alors, quand on parle d'imposture, c'est qu'il y a des imposteurs, des gens qui ont... Or, c'est vrai que dans ce roman, en fait, on découvre des hommes. Peut-on les identifier directement? Alors, dans le roman, il se déroule aussi le procès de tous ceux qui sont arrêtés en 1973, les coopérants, mais pas simplement eux, parce qu'ils ont soutenu la résistance qui s'est organisée contre les militaires qui ont pris le pouvoir donc, en 1972. Et au cours de ce procès, par exemple, les lycéens qui étaient arrêtés et qui se sont défendus à la barre ont très précisément montré en quoi, pour eux, ce parti trahissait la Révolution, quelles étaient pour eux les impostures. Donc, par exemple, il est dit dans le livre comment l'un était même arrivé à la barre avec une brassière pour montrer comment il manquait de tout, alors qu'il voyait en même temps les membres du parti qui s'embourgeoisaient, qui roulaient en grande voiture, qui bénéficiaient de tous les privilèges. Donc voilà une imposture de ces bureaucrates qui s'enrichissent tout en promulguant des slogans révolutionnaires au nom du peuple. Alors, il y a des hommes plus ou moins identifiés, symboliques, c'est notamment parmi les maquisards, vous avez Diawara et tout le groupe qui, eux, vont commencer à repenser cette révolution, même si tu retrouves en fait dans le maquis. Oui, alors ils ont écrit, bien qu'étant traqués dans la forêt. Ils ont le temps d'écrire. En fait. Et ils ont le temps d'écrire et de refonder leur idée révolutionnaire. Leur engagement révolutionnaire. Et en même temps, de proposer d'autres voies pour leur pays. Donc ce livre a circulé, enfin ce n'était pas un livre, c'était un cahier manuscrit qui a circulé sous le manteau, qui est venu de la forêt et qui a circulé à Brazzaville. Et donc Clara a eu l'occasion aussi de pouvoir le lire, d'en débattre aussi avec les autres coopérants. Et c'est à partir de cette autocritique que s'est configurée la dissidence, ce que j'appelle dans le livre la dissidence au parti officiel, Parti congolais du travail. Une dissidence, mais qui était clandestine, donc dont on sait très peu de choses, parce que tous les acteurs étaient dans leur coin, soutenaient l'opposition ou formulaient l'opposition dans leur secteur, mais ignoraient complètement ce que faisaient les autres, qui y participaient. Voilà, qui y participait, on répondra tout à l'heure. On va juste faire une pause. Je vous rappelle donc, je reçois Paul Fiou, Foudre d'Afrique, Les impostures d'une révolution, un roman qui pourrait aussi être, pour ceux qui connaissent peu ou prou ou pas l'histoire du Congo, des éléments pour bien comprendre la situation actuelle. On revient à tout à l'heure. Salut les amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Chikaya Misamou, le coach, le motivateur. Je serai à Paris en juin dans le cadre d'une conférence que je vais donner à l'hôtel Crowning de Plaza à Neuilly. Je parlerai sur le leadership, je parlerai sur le business, je parlerai sur l'entrepreneuriat. Alors il est temps que tout le monde
se rassemble et qu'on travaille tous ensemble parce qu'il est temps que l'on rêve, que l'on ose et que l'on risque. Alors il est temps qu'on réveille tous ensemble ce guerrier-là en nous. Je vous donnerai ce secret de ma réussite aux États-Unis, ok? Et je vous attends tous, ok? Alors je remercie Ziana TV de rire le message. Alors, je vous aime tous. Retour sur le plateau, je reçois Paul Fiou, auteur de Foudre d'Afrique, les impostures d'une révolution, roman paru chez l'Harmattan. Alors, Paul Fiou, on a bien compris que ce roman apporte énormément d'éléments historiques, mais en même temps, cela reste un roman, et dans lequel vous traduisez aussi votre propre expérience, en fait, auprès de ces jeunes, quand vous débarquez à Brazzaville, au lycée. On va lire un extrait avec vous pour bien comprendre, en fait, votre joie déjà d'être là, et surtout avoir en face de vous ces jeunes qui ont envie d'apprendre et qui vont se régaler avec vous, si vous permettez l'expression. Oui, les lycéens étaient un public, constituaient un public vraiment très stimulant, toujours curieux, posant des questions, voulant savoir plus, remettant en cause tout ce qui se passait, avec un esprit critique très acéré. Eux, ils étaient déjà organisés au sein de l'UGEC à l'époque. Au lycée Savorgnan de Brazza, il y avait aussi une troupe de théâtre, des militants culturels de qualité remarquable. Et ils ont beaucoup appris à Clara. C'est par les lycéens que Clara s'est peu à peu familiarisée avec la vie au jour le jour de Brazzaville. Et ce sont eux qui lui ont expliqué ce qui se passait derrière elle, ce qu'elle observait de l'extérieur. Alors, par exemple, ils étaient très au fait de la politique de leur pays et ils lui ont expliqué quels étaient les différents groupes, les différentes vagues d'étrangers communistes qui venaient aider la révolution congolaise. Donc il lui explique qu'il y a eu d'abord les Cubains qui sont venus aider, ensuite il y a eu les Soviétiques, et puis chaque fois avec leur esprit satirique, ils caricaturent et se moquent de ces différents groupes. Et il y a aussi, dernier arrivé, les Chinois. Donc eux, par exemple, ils les désignent par le sobriquet de Ian, parce qu'ils apprennent le chinois au lycée, et la façon de dire bonjour se rapproche de Ian. Donc, dans la jeunesse et l'insouciance de ces dialogues, de ces échanges, ils présentent les Ian à leur enseignante et en disant que c'était des modèles de travail, de rigueur. Ils étaient dans les campagnes, dans les usines, ils travaillaient d'arrache-pied et c'était des modèles de la nouvelle économie socialiste vers laquelle le pays tendait. Et en même temps, les lycéens prennent leur distance et disent fallait-il pour autant les imiter? Étaient-ils des exemples à suivre? La question ridicule ne se posait même pas pour la tribu bleue, c'est-à-dire les lycéens habillés de bleu. Ils n'étaient pas de la même espèce à coup sûr que les gens du Tchok-Choko, pour au moins deux raisons. D'abord, quelqu'un de sensé ici ne pouvait perdre sa vie dans un tel acharnement au labeur. Et, seconde raison, les Ian, restés 2 ou 3 ans de suite, s'étaient prouvés célibataires. Quelle était leur constitution pour ne pas effleurer la peau d'une femme pendant une telle éternité? Quelques lycéens informés expliquèrent que cette abstinence n'était pas l'effet d'une chimie différente de leur corps,
mais d'une révolution culturelle prônant que, citation, l'amour trouble la production. Si l'un des Ihans était surpris dans les plaisirs du sexe au choc-choco, c'était aussitôt le retour au céleste empire et coup coupé, tête tranchée. Cette terrible menace avait de quoi atrophier les plus splendides attributs de la virilité. Leur impuissance étant d'origine politique, somme toute, ni l'acupuncture, ni les petites boules noires n'y pouvaient remédier. Voilà, donc il y avait déjà de l'imagination à l'époque. Hein. Aujourd'hui, les rires sont toujours là, mais maintenant, je pense que le marquage culturel, je pense qu'il a dépassé, puisqu'on les voit partout prendre femme et s'établir avec femmes et enfants qu'ils trouvent localement. Donc vous voyez que les choses ont évolué en 45 ans. Alors ce qui est intéressant par rapport à cet extrait, Paul Fiou, c'est aussi cette actualité en fait. Hein. On parle des rires donc, des Chinois qui restent présents notamment au Congo, dans l'économie congolaise depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui et avec une présence plus marquante aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas que votre roman, en fait, bien que ce soit un roman, en fait, titille ou fait un miroir par rapport à l'histoire du Congo depuis les années 60-70 quand vous y arrivez jusqu'aux années 2000 où nous sommes aujourd'hui? Alors, à vrai dire, je ne suis plus retournée au Congo. De toute façon, je suis interdite de séjour à vie. Donc, c'est là où vous avez été signifié? Oui, au procès, à l'issue du procès. Et pourtant, les régimes ont changé, non? Le procès n'a pas été révisé? Non, et je ne pense pas qu'il soit près de l'être. Et donc, je suis moi-même assez étonnée avec l'accueil de ce roman, de la proximité de ce qui s'est passé il y a 50 ans, ce dont je peux parler, puisque c'est ce que j'ai vécu, et l'actualité d'aujourd'hui que je suis, mais de loin. Bon, par exemple, comment ce roman peut justement donner cette source, quelle a été la source, parce qu'on sent ce souffle, c'est ce que j'ai voulu transcrire, ce souffle d'un pays neuf, d'un État neuf, qui n'a pas été simplement la marque du Congo-Brazzaville à cette époque-là, mais de beaucoup d'autres pays africains suite aux indépendances. Il y a eu des espoirs immenses dans cette région du monde à ce moment-là. Et ensuite, beaucoup de dictatures ont écrasé et étouffé ces élans créatifs de ces sociétés nouvelles. Donc c'est ce que j'ai voulu apporter. Oui. Maintenant, le vis-à-vis avec aujourd'hui, ce n'est pas dans le livre, ce sont les lecteurs qui vont... c'est ça, en fait. Qui vont les construire. Ça veut dire qu'il reste, en fait, d'une actualité, je dirais, étonnante, puisque ce qu'on disait déjà des Chinois, même si on peut aussi sentir des évolutions, c'est-à-dire qu'en vous lisant, on peut bien se rendre compte comment est-ce que la société congolaise a évolué, vis-à-vis déjà par rapport à cet extrait, vis-à-vis des Chinois, qui à l'époque étaient plus ou moins castrés par la théorie révolutionnaire et qui aujourd'hui deviennent quasiment, je dirais, des démocrates sexuels, puisque sur place désormais, ils ne se privent plus en fait de s'installer localement et partout dans le pays. Les têtes ne sont plus coupées et c'est même encouragé. Avec des épouses congolaises. Oui. Oui, grande différence. Mais, voilà, les choses ont évolué. C'était pas la révolution. En 45 ans. C'était la révolution culturelle de Mao encore à l'époque. Hein. Tout à fait. Oui. Alors, en 45 ans, on va terminer bientôt Paul Fiou. Il y a en fait dans ce flot d'hommes et de femmes qui rêvent cette révolution, tout un langage, un argumentaire qui est mis en place en fait pour dénoncer ce qui se fait à ce moment-là par rapport à l'idéal qui était le leur. On arrive à une terminologie un peu obscure comme ça, l'obumitrie. Alors l'obumitrie, je dirais qu'est-ce que c'est un néologisme, c'est pas de l'anglais, c'est pas non plus, c'est pas un anglicisme, mais c'est du congolisme s'il faut le dire ainsi, puisque cela signifie oligarchie, bureaucratie, je pense, et puis militaire et tribaliste ou tribal. C'est quoi exactement en fait? C'est fondé sur quoi cet argumentaire qui va faire en sorte que ceux qui vont s'appuyer sur cette théorie
de l'ubumétrie pour dire aux autres qu'ils n'étaient pas dans le bon allant révolutionnaire? Alors, le terme est apparu dans le texte théorique que les maquisards... Le fameux cahier qui a circulé, oui, le cahier des maquisards, oui, que les maquisards ont rédigé. Et c'est le résultat de leur analyse de ce qui était en train de se passer au Congo-Brazzaville. Ce sont des initiales, donc c'est un acronyme qu'on dit de ces termes que vous avez cités. Donc ils identifient, c'est le résultat de leur analyse, ils identifient quel est le groupe qui s'empare du pouvoir petit à petit, ce qui n'était pas du tout en place lors de la révolution de 1963. Mais c'est le phénomène qui est en cours de cette confiscation du pouvoir par des militaires, donc eux les désignent après, des militaires qui ont la clé, qui vont gouverner par la terreur. C'est eux qui ont le pouvoir au bout du fusil, je dirais, oui. Par des bureaucrates, puisqu'ils vont de plus en plus développer leurs privilèges en confisquant les intérêts du Congo. Et puis, la répartition du pouvoir, le pouvoir est distribué, les postes sont distribués au sein d'un même clan ou d'une même tribu. Donc, c'est un terme théorique d'analyse de qui est le personnel politique et qui a le pouvoir, qui prend le pouvoir finalement à ce moment-là. Je pense qu'ils sont pas loin, puisqu'aujourd'hui, on peut encore avoir ce reflet de miroir par rapport à la situation actuelle du Congo. Je pense que vous suivez l'actualité. Alors, il y a un homme, je ne sais pas, aujourd'hui, s'il faut le qualifier de bumitriote, puisqu'il y a des patriotes, et puis vous avez des bumitriotes. Denis Sassou Nguesso, quand vous arrivez, c'est lui quasiment le grand bénéficiaire de cette révolution des années 60, puisqu'il a pu la traverser jusqu'aujourd'hui. Parmi les fondateurs, il se réclamait encore qu'il restait que parmi le top 10 des fondateurs du PCT. Il en reste peut-être que 2 ou 3, dont lui-même. Est-ce que vous l'avez vu arriver, vous l'avez vu explorer en fait autour de cette révolution quand vous êtes vous au Congo? Non, quand je suis au Congo, il est présent. Mais Clara ne fréquente pas le personnel politique. Mais il est... On entend parler. Elle en entend parler, d'autant plus quand elle est arrêtée, qu'elle est interrogée à l'état-major, que l'inquisition, comme elle dit dans son livre. Donc les officiers essayent de trouver, à travers tous ceux qui sont arrêtés, où se cachent les maquisards, où se cache Diawara. C'était leur grande question. Et à ce moment-là, donc, elle entend dire que celui qui dirige la police, donc qui a organisé les filatures, c'était monsieur Denis Sassou Nguesso. Mais à l'époque, il n'était pas, pour elle en tous les cas, pour les coopérants, il n'était pas au devant de la scène. Voilà. Et aujourd'hui, pour terminer, Paul Fiou, avez-vous toujours foi en cette révolution? Interviendra-t-elle un jour? Ou c'est terminé? Ou les imposteurs ont-ils gagné? Il ne faut jamais désespérer. Il y a beaucoup d'exemples dans beaucoup de pays d'Afrique où il a fallu des années, des décennies de lutte pour reconstruire une démocratie, un système social juste, plus juste. Donc il n'y a aucune raison qu'au Congo, la jeunesse ne s'empare pas à nouveau de son destin un jour ou l'autre. Voilà, nous avons eu tout le bonheur de vous avoir. Alors donc je rappelle, Paul Fiou, que vous êtes auteur de Foudre d'Afrique, les impostures d'une révolution. C'était un roman, alors je m'adresserai spécialement aux Congolais, que si vous voulez connaître en fait, je dirais, l'histoire romancée du Congo, achetez ce livre, il est édité chez l'Harmattan. Si vous voulez lire un roman dans lequel plane l'ombre de Franklin Bukaka, de Diawara et bien d'autres, achetez ce livre. Et si vous voulez vous réconcilier en fait avec le Congo, son histoire et sa littérature, je pense que ce livre est pour vous. Merci encore Paul Fiou. C'est moi qui vous remercie
Merci beaucoup de votre question et de votre interview. Voilà. Merci à vous surtout et merci à Noko Kumunga Koso, merci à vous tous qui avez eu le temps en fait de nous suivre et surtout de vous réconcilier avec cette histoire congolaise en dents de scie, cette histoire escamotée. Et heureusement qu'on a aussi des romans qui peuvent nous permettre d'y plonger et de trouver des éléments pour essayer de la construire, sinon de la reconstruire. Merci à Noko Kumunga Koso, merci à l'ensemble de l'équipe technique de Zana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.